Bonjour à tous. Alors, bonjour. On est là pour parler de changement. Et en bon passionné d'économie, quand on parle changement, moi j'entends décision. Il faut savoir que l'économie s'est toujours intéressée aux décisions. Déjà à cause des énormes conséquences de ces dernières. Mais aussi, il faut savoir que traditionnellement, on partait du principe au début de la matière que les décisions étaient toutes rationnelles. C'est-à-dire qu'on était tous des décideurs logiques avec les bonnes informations qui prenaient toujours le meilleur choix. Pensez un petit peu à vos dernières décisions dans votre vie. Pensez à ce que vous avez lu au journal ce matin. Je pense que l'hypothèse est peut-être un petit peu optimiste. C'est Herbert Simon, prix Nobel d'économie, qui va être le premier à remettre en cause cette vision du monde. Toujours citer un prix Nobel en début de conférence, ça permet d'être crédible derrière. Herbert Simon parle de l'hypothèse du décideur à rationalité limitée. D'après lui, le décideur voit sa rationalité limitée par les informations qu'il a à sa disposition et ses capacités cognitives. C'est donc le bon niveau d'information et vos capacités intellectuelles qui feront la différence entre une décision rationnelle et une décision stupide. Pour illustrer ce lien entre information et décision, on va commencer par un premier exemple, l'exemple d'un grand changement que nous avons tous connu, la prise de conscience écologique. Si aujourd'hui je vous dis que l'écosystème est en danger et qu'il nous faudrait 3 planètes pour répondre aux besoins de l'humanité, si tout le monde consommait comme des Français, vous seriez peut-être apeurés, mais pas surpris. L'information a été largement diffusée. Il y a même quelqu'un qui a eu un prix Nobel de la paix pour un PowerPoint sur le sujet. Il faut savoir que cette information largement diffusée a une influence sur nos décisions. Une récente étude Ipsos montre que plus de la moitié des Français sont prêts à consommer des fruits et légumes de saison, des fruits et légumes qui seraient visuellement abîmés, et que plus de 40% des Français disent consommer plus de produits qui respectent l'environnement depuis 2 ans. Alors pas seulement, mais plus, il y a déjà un mieux. D'un point de vue plus global, si on regarde la production de papier, en 1980, 33% du papier produit venait du recyclage. En 2015, 66%. Ces informations ont permis aux personnes d'avoir des gestes écologiques au quotidien, mais aussi ont permis aux structures de mettre en place les infrastructures nécessaires au recyclage. Donc la bonne information amène à la bonne décision. Alors nuançons un peu, ce n'est pas automatique. L'information n'est pas le seul critère, et des fois même bien informés, nous prenons des décisions qui sont horribles. Et de plus, la planète n'est pas encore sauvée. Mais on voit qu'au global, une bonne information amène de meilleures décisions. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a pas les informations? Pour ça, on va prendre un deuxième exemple. L'exemple d'un autre grand changement de notre période, l'explosion des technologies de l'information et de la communication. Ces technologies ont changé notre façon de communiquer, de s'informer, de travailler, de faire des rencontres, même pour certains. Et on pense assez naturellement que ces technologies immatérielles ont un bon impact écologique. Mais il n'en est rien, car toutes nos actions virtuelles ont des conséquences sur des infrastructures réelles. Par exemple, quand on va sur un site internet, le site n'est pas dans l'air, mais dans un data center. Alors un data center, c'est un gigantesque hangar où il y a des tonnes de machines appelées serveurs qui vont stocker les sites, les photos, les vidéos, vos statuts sur les réseaux sociaux, tous les documents que vous avez sur le cloud aussi. Alors d'ailleurs, on remarquera que le nom cloud est peut-être un peu trompeur. Si je vous dis cloud, nuage, vous pensez à quelque chose dans l'air, de léger, qui n'a pas de conséquences. Alors qu'en fait, le cloud, c'est juste que vos documents, au lieu d'être stockés sur votre ordinateur, sont stockés dans un data center. Quelques chiffres pour situer. Et je vous préviens, alors les études peuvent donner des chiffres quelque peu différents, mais on est toujours dans le même ordre d'idée. C'est valable pour tous les chiffres que je vais donner par la suite. Un data center, en moyenne, c'est la consommation d'une ville de 30 000 habitants, le premier arrondissement de Lyon. Les grands data centers atteignent la consommation d'une ville de 100 000 habitants. C'est Versailles. Et 40% de cette énergie, c'est même pas pour stocker, c'est pour refroidir les machines qui surchauffent en travaillant. La clim la plus chère de l'histoire. On compte plus de 130 data centers en France. Mais le data center, ce n'est pas tout. Puisque quand j'ai mon ordinateur, ma tablette, mon smartphone, et que je veux consulter un site qui est hébergé sur un data center aux États-Unis,
comment l'information voyage entre les deux? À votre avis, l'information entre les États-Unis et la France, ça se fait en Wi-Fi, en satellite, par câble ou en 4G? J'entends des bonnes réponses. La réponse que j'entends le plus souvent, c'est le satellite. Mais en fait, ce sont des bons vieux câbles. Plus de 360 câbles sous-marins qui représentent plus d'1 million de kilomètres de fibre optique, plus que l'aller-retour Terre-Lune. Vous imaginez les ressources et les moyens pour installer et réparer ces câbles? Un câble de fibre optique qui tombe en panne en plein milieu de l'Atlantique, c'est plus compliqué que réparer votre Freebox. Une fois qu'on a additionné ces câbles, ces serveurs, on arrive à un bilan énergétique énorme. D'après Greenpeace, si Internet était un pays, ce serait le 5e consommateur mondial d'électricité. Alors bon, ces chiffres nous permettent de réaliser qu'il y a un problème, mais ne permettent pas forcément de visualiser les conséquences des actions concrètes sur Internet. Donc on va rentrer dans le détail. Une recherche Google. Alors une recherche Google, c'est à peu près l'énergie d'une ampoule 12 watts allumée pendant 2 heures. Mais on ne le sait pas, c'est invisible. Donc dès qu'on a un débat à la con avec les amis sur le nom des enfants de Johnny Depp ou le taux de consommation de kebab en Charente-Maritime, recherche Google, on le fait tous. Et comme on le fait tous en cumulé, 140 millions de recherches Google toutes les heures, avec le bilan carbone de 1000 allers-retours Paris-New York. On peut parler des vidéos aussi. Visionnez une vidéo sur votre smartphone pendant 1 heure toutes les semaines consommera à la fin de l'année autant que faire tourner 2 frigos neufs H24 pendant l'année. Mais on ne le sait pas, c'est invisible. Donc on regarde des vidéos, on s'en fait passer, on va même jusqu'à utiliser YouTube pour écouter de la musique au lieu de télécharger la musique, parce que c'est quand même plus pratique. Et en cumulé, Gangnam Style, la vidéo Gangnam Style, elle toute seule, avec ses 3 milliards de vues, a utilisé l'énergie annuelle d'une petite centrale. Je vous laisse une seconde pour essayer d'imaginer la consommation des vidéos de chats dans le monde. Autre chose que nous faisons toujours avec Internet, les mails. Un mail, c'est 4 grammes de CO2. C'est invisible, ça ne se voit pas, on ne s'en rend pas compte. Donc on envoie des mails toute la journée. Quand c'est au boulot, on met la terre entière en copie, parce que tout le monde doit être au courant. Résultat des courses en cumulé, 12 milliards de mails toutes les heures dans le monde. Et je le regarde à chaque fois parce que le chiffre m'étonne encore, ça fait 18 centrales pour nos mails. Et puis la facture risque pas de s'alléger, puisque tant qu'on ne l'a pas supprimé, le mail, il est où? Dans le data center. Donc oui, le mail de Brigitte de la Conta envoyé le 3 mars 2006 pour dire « Est-ce qu'on mange ensemble à midi ?» Tous les jours, il consomme de l'électricité. Tant qu'on ne l'a pas supprimé. Mais nous, en plus, on s'en fiche de ce mail, on pourrait le supprimer. Mais si on ne sait pas que ça consomme de l'électricité, pourquoi on le ferait? Autre grand débat sur les mails, la consommation, l'impression. Est-ce qu'on imprime ou pas un mail? Je vous ai ramené une petite étude de l'ADEME qui fait la comparaison entre impression et visualisation sur l'écran pour un mail avec une pièce jointe d'1 mégaoctet. On peut voir qu'à partir de 3 minutes 24 de visionnage, il vaut mieux l'imprimer en noir et blanc recto verso. Et si vous poussez votre visionnage jusqu'à 12 minutes 12, vous pouvez l'imprimer en couleur et en recto. Alors pourquoi, une fois qu'on sait ça, pourquoi on a tous vu, ou peut-être même mis en bas de nos mails, ce truc-là? Adopter l'éco-attitude, n'imprimer ce mail que si c'est vraiment nécessaire. Et là, on a l'exemple. On a l'exemple d'une décision qui est basée sur un raisonnement logique. Je vis sur la planète, si je sauve la planète, je me sauve en chemin. Qui parle d'une bonne intention, mais qui est complètement contre-productif parce qu'on n'a pas la bonne information au départ. Alors, je vous dis tout ça sur Internet, vous remarquerez l'ironie de la situation. Je vous ai fait un PowerPoint avec des informations trouvées sur Internet et le tout va être diffusé sur YouTube derrière. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut se passer d'Internet. Par contre, on est peut-être dans une situation où on peut essayer de connaître les conséquences de nos actions pour pouvoir calculer le coût-bénéfice de ce qu'on fait et de savoir si ça vaut le coup
est-ce que poster la vidéo de mon chat est si important aujourd'hui? En tout cas, l'exemple d'Internet n'en est qu'un parmi tant d'autres, hein. J'aurais pu prendre l'amiante. Quand on ne savait pas que c'était mauvais pour la santé, on en a mis partout pour protéger les personnes des incendies. Mauvaise information, mauvaise décision. On a appris les conséquences, on l'a retiré, bonne information, bonne décision. Et on pourrait faire ça pendant des heures. Certains me diront aussi que l'action individuelle ne sert à rien si elle n'est pas suivie par les actions des structures, puisqu'après tout, ces data centers sont fabriqués par des entreprises et pas des particuliers. Et ces personnes auront raison. Cependant, les structures, comme les individus, ont besoin de la bonne information pour prendre les bonnes décisions. Et je vous assure aussi qu'une structure a beaucoup plus de mal à prendre une décision irresponsable si elle a en face des citoyens et des consommateurs informés et avertis. Alors, si je n'ai qu'un seul message dans cette conférence, c'est « Soyez curieux, renseignez-vous, apprenez, débattez, discutez, criez au monde entier ce qui, d'après vous, mérite d'être su. » Parce qu'il n'y a pas plus responsable, plus rationnel et plus investi qu'un acteur informé qui connaît les conséquences de ses actes. Merci.